Bonjour et bienvenue pour ce nouveau web live de la Tribune. Comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, dans les territoires, nous avons consacré une émission à comment gérer la crise, comment préparer l'après et comment éventuellement évoquer la réindustrialisation. Ce matin, c'est un Connect Live spécial que nous allons partager avec un invité, Christian Estrosi, le maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur et président délégué de la région Sud. Monsieur Estrosi, bonjour. Bonjour. Donc ensemble, nous allons évoquer comment soutenir les TPE-PME après la crise. Une certaine forme de décentralisation aussi s'est opérée pendant cette crise avec le rôle des collectivités. Et puis évidemment, impossible de ne pas poser la question à l'ancien ministre de l'Industrie sur comment relocaliser. Et puis en fin d'émission, on consacrera quelques minutes aux questions qui auront été posées par les auditeurs pendant l'émission. Monsieur Estrosi, en tout début de confinement, vous avez pris des mesures envers les TPE-PME. Hier, vous avez été consulté par Emmanuel Macron ainsi que d'autres maires sur comment préparer l'après-confinement. Quelle est selon vous la mesure principale pour accompagner la relance économique? Et à Nice, qu'est-ce que vous prévoyez pour continuer à soutenir les TPE-PME? Bon, d'abord, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour soutenir l'économie et je trouve qu'un grand nombre d'entre elles vont plutôt dans le bon sens. Mais en même temps, il y a l'entreprise et il y a le salarié de l'entreprise. Il y a le salarié tout court. Donc, je ne voudrais pas que notre discours, à un moment où la France a tant de souffrances, où nous voyons combien les déficits pour l'État comme pour les collectivités va forcément se creuser dans cette année, que l'on donne le sentiment que notre préoccupation majeure, c'est de sauver l'entreprise et c'est notre devoir, mais de ne pas y associer un plan social pour sauvegarder aussi les emplois. Que va-t-il en être de tous ceux qui ont été placés en chômage partiel? Est-ce qu'ils vont rentrer dans du chômage de longue durée ou est-ce qu'ils vont réintégrer l'entreprise? Donc tout ça doit être lié. Et naturellement, les mesures de l'État, plus les mesures prises par les collectivités comme la mienne par exemple, dans leur complément, doivent être des mesures qui disent aux entreprises que nous serons aussi attentifs à la manière dont ils vont faire en sorte que tous ceux qui sont mis en chômage partiel vont pouvoir réintégrer l'activité. Comment garantir que l'emploi de tous ceux qui se sont montrés les plus utiles dans la crise, qui est-ce? Les tout petits salaires, les caissières, ceux qui sont au service des transports, ceux qui sont engagés dans les services à domicile, tous ces emplois qu'on disait être des emplois à la marge il y a encore peu de mois de ça, et sans lesquels nous savons que nous n'aurions pas pu gérer le confinement dans les conditions où il l'a été. Donc aujourd'hui, qu'il y a un renforcement aussi par un plan social de la protection et de la promotion dans l'ascenseur social de tout cela, je pense que ça doit être les deux en parallèle parce que si nous ne voulons pas, parce que nous savons que la situation économique sera très difficile à la rentrée, mais la situation sociale encore plus difficile, avoir au-delà d'un risque d'une deuxième vague de coronavirus, une deuxième vague de gilets jaunes, vous m'avez compris, et c'est important pour notre économie aussi que nous n'ayons pas à subir tout cela. Je pense que ce sont ces deux aspects à prendre en compte. Donc au plan local, nous avons pris des initiatives pour soutenir les entreprises en prenant en charge pour toutes les petites entreprises de moins de 5 salariés une part de leur loyer, ce qui les protège à la fois pour ceux qui ne pourraient pas y faire face et qui protège aussi celui dont le métier est de louer et qui va être en perte de recettes aussi. Ne pas faire payer de loyer du tout à tous ceux qui occupent aujourd'hui des baux dans les locaux de la collectivité, que ce soit la mairie ou que ce soit la métropole. Ce sont aussi des mesures sur l'exonération des droits d'occupation du domaine public, des droits de terrasse pour les restaurateurs, de la redevance des plages pour le deuxième et pour le troisième trimestre, par exemple, ou même si elles reprennent une activité, nous savons qu'elles ne feront pas le chiffre qu'elles devaient faire pour l'année. Et puis,
surtout parce que nous avons voté dès le mois d'octobre dernier notre budget pour l'année 2020, ce qui est le cas de peu de collectivités dans notre pays. Hein. La tradition, c'est souvent l'année électorale, qu'on vote les budgets au mois d'avril pour l'année en cours, en se disant on passe les élections, puis on votera le budget. Moi, j'ai instauré un principe selon lequel, fin octobre, début novembre au plus tard, le budget de l'année d'avant, pour que chacun ait une vision devant soi, doit être voté. Et donc, vous dire que pour la ville, pour la métropole, pour nos régies, des transports, de gestion de l'eau, de l'assainissement, etc., nous avons 435 millions d'euros de budget d'investissement qui ont été votés fin octobre. Et que sur ces 435 millions d'euros, eh bien, j'ai fait en sorte pendant toute cette période de confinement que les commissions de marché public, d'appel d'offres marchent à plein pour qu'on soit prêt à relancer le plus vite possible l'activité des bâtiments et des travaux publics, notamment de verser des avances majorées jusqu'à 40% pour pouvoir leur tenir la tête hors de l'eau et en même Vous temps voulez dire prendre que des… vous avez contribué à ce qu'on appelle le crédit interentreprise, c'est-à-dire qu'on demande aux grands groupes de continuer à payer leurs fournisseurs. On oublie parfois aussi que les collectivités sont Oui. un donneur d'ordre. Vous avez continué dans ce sens-là. Naturellement, la condition, c'est que la sous-traitance puisse être soutenue en même temps que là où des grands groupes sont euh, adjudicataires de marchés publics, là où nous versons des avances majorées, ils les répercutent sur les sous-traitants auxquels ils doivent faire appel. C'est une condition majeure et essentielle. Donc, voilà quelques dispositions, sans compter que nous avons demandé l'autorisation au gouvernement, puisque là, nous ne pouvons pas la prendre tout seul, d'exonérer la part qui nous revient de CFE, de contribution foncière économique, sur le deuxième, voire sur le troisième trimestre, que nous sommes en attente de réponse pour cela. Est-ce que vous avez prévu des mesures pour continuer à accompagner les TPE, PME dans les mois qui viennent? Il y a ce que vous avez fait là pendant le confinement. Est-ce qu'il y a des mesures qui pourraient être prises après le confinement pour continuer à les soutenir? Naturellement, nous visons surtout les entreprises de moins de 20 salariés et de moins de 5 salariés. Et à cet égard, nous avons mis en place un fonds unique de soutien avec la Chambre de commerce et d'industrie, que nous avons abondé entre la ville et la métropole à près de 2 millions d'euros, complété par la région. Et en fonction de ce que la Chambre de commerce et d'industrie nous fera revenir, nous avons déjà anticipé pour pouvoir débloquer des fonds complémentaires si c'était nécessaire. Parmi les propositions que vous avez faites figure le crédit innovation, le livret d'épargne innovation, pardon. Qu'est-ce qu'il est censé financer? Comment est-ce que ça fonctionnerait? Bon, ce qu'il faut, c'est tirer un constat que vous tirez vous-même de cette crise qui démontre que après des années et des années d'abandon d'un État stratège en matière industrielle, que nous avions essayé de relancer avec Nicolas Sarkozy dans la période de la crise industrielle 2008-2010, où j'étais ministre de l'Industrie, où j'avais fait des plans d'aide à la relocalisation qui avaient marché, je vous rappelle, les chocolats c'est moi, Pétrolane, Rossignol, etc., qui étaient revenus en France. Le triplement du crédit impôt recherche, le fonds biotech. On est sur les vaccins, sur aujourd'hui tout ce qui nous fait défaut en matière de produits de santé pour faire face également à la crise sanitaire et au soutien à la politique de lutte contre le Covid. On cherche des médicaments de partout dans le monde, y compris des sédatifs. Avoir une grande politique de biotechnologie. On avait créé un fonds biotech pour veiller à ce que nos grandes entreprises de santé publique puissent rester dans les 3 premières du monde. Depuis, il y a eu un relâchement terrible
Aujourd'hui, il faut se ressaisir. Il faut que la France se redonne une indépendance industrielle pour faire face à ce type de situation. On cherche partout dans le monde des masques, des tests, des médicaments, des sédatifs dont nous manquons, jusqu'à du curare pour pouvoir faire des anesthésies pour les blocs opératoires. Vous vous rendez compte, être dépendant de tout ça, de l'étranger, d'autres, c'est plus possible. Il faut que cette crise soit un signal d'alerte pour se ressaisir et retrouver cette puissance industrielle vers laquelle nous avait conduit le général de Gaulle, Georges Pompidou et Giscard d'Estaing. Donc, Nicolas Sarkozy avait amorcé tout cela. On a rebaissé la garde ensuite. Il faut se ressaisir. Et naturellement, nous avons besoin aussi d'un grand plan d'investissement. Regardez, on ne construit plus une seule ligne à grande vitesse, là où l'Allemagne, là où même l'Italie, ces dernières années, n'ont cessé de progresser dans ce sens-là. On parle d'environnement, mais on voit toujours plus de transports sur les autoroutes, pas d'autoroutes ferroviaires nouvelles, pas de politique de transport fluvial, alors que nous avons le plus gros réseau de transport de canaux d'Europe. Napoléon III et Ferdinand de Lesseps avaient quasiment achevé la liaison entre la mer du Nord et la Méditerranée par Rhin-Rhône. Il manque juste 100 kilomètres. Et depuis 160 ans maintenant, on n'a pas réalisé ces 100 kilomètres. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire un grand emprunt national pour avoir un grand programme d'investissement au bénéfice de la nation, au bénéfice des collectivités qui, en matière de transport, en matière environnementale, en matière de logistique, permettre à notre pays d'avoir une relance économique et sociale, et en même temps le faire financer aussi par la recherche et par l'innovation là où nous sommes en panne, en amenant les Françaises et les Français qui adorent le livret A, adorent les placements familiaux et se sont tournés parce qu'il n'y avait pas d'autres offres réelles, solides ces dernières années vers des fonds de pension américains avec les livrets A, et on a placé près de 250 milliards d'euros en les réorientant pour partie sur un livret épargne innovation qui pourrait être d'un rapport beaucoup plus important pour les placements familiaux et qui en même temps soutiendrait une grande politique de recherche et d'innovation pour notre pays. C'est vrai que là, c'était une idée qui avait été évoquée d'ailleurs avant la campagne présidentielle par certains investisseurs qui avaient Pas demandé. toujours été pour moi un dada, et voilà. Puis je souhaiterais que les grandes entreprises du CAC 40, dans une crise comme celle-là, au moment de la distribution des dividendes, et il y en aura, vous le verrez, malgré la crise, euh, vers leurs actionnaires, se disent qu'on peut en donner un peu moins aux actionnaires et en redistribuer un peu plus pour la relance de l'économie et la protection sociale d'un grand nombre de nos concitoyens. Autre sujet qui a été mis en exergue par cette crise, c'est le commerce de proximité qui souffre et du confinement et puis des conséquences de la crise. C'est une situation qui profite au e-commerce. Vous avez aussi proposé une taxe sur le e-commerce. Est-ce que c'est une taxe qui serait pérenne? On a vu qu'on a essayé de taxer les GAFA. Comment est-ce que vous l'imaginez? Ouais, écoutez, pendant cette crise, on n'a jamais autant commandé en ligne. Absolument. Vous vous rendez compte que dans ma propre collectivité, le commerce, déjà sur 8 semaines, est en perte de 2,5 milliards d'euros. L'hôtellerie et le tourisme, 600 millions d'euros, avec la restauration comprise. Bon, il me paraît très normal que nous profitions de cette situation pour mettre une taxe sur le e-commerce qui nous permette, pour ne pas que ce soit tous les Français par l'impôt et par la redistribution qui va creuser les déficits publics sur les collectivités, sur l'État, apporte aussi une contribution à ce soutien à la plupart de nos entreprises pour le redémarrage et la relance.
Est-ce qu'il faut faire la différence entre des grosses entreprises qui sont sur le e-commerce, des gros acteurs du e-commerce, et puis il y a aussi des petits acteurs qui sont sur le e-commerce et pour qui c'est un complément de revenus? Vous avez totalement raison, Laurence Bottero. D'ailleurs, nous voyons de nouvelles filières originales et nous-mêmes, nous avons mis en place une plateforme pour les aider à l'amorçage pendant cette crise. Ce sont de petits producteurs, de petits agriculteurs, ce sont des entreprises, y compris de commerce vestimentaire, qui sont fermées, ou d'appareils électroménagers, par exemple, et qui se sont dit pour maintenir une activité, ou de restauration aussi, qui font maintenant des services de repas à domicile. De très très bons restaurateurs se sont réorganisés, restructurés pour ça. Donc naturellement, ils se sont organisés, ils ont monté leur propre plateforme et nous-mêmes, nous sommes avec une start-up niçoise en train de mettre en place un outil et une application qui va les accompagner et les aider parce qu'ils n'ont pas la capacité de payer des salariés pour entretenir cette plateforme. Eh bien, la collectivité le fait pour les aider. Ce n'est pas de ce e-commerce dont je parle. Vous avez bien compris que je parle d'Amazon et d'autres. Voilà. Très bien. Il y a dans cette crise aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, des collectivités qui ont joué un rôle en étant assez réactives, que ce soit sur du matériel médical ou des masques. Vous avez aussi demandé au président de la République de mener le déconfinement main dans la main avec les préfets, ce qui vous a été accordé. Est-ce que finalement, on ne voit pas une nouvelle forme de décentralisation s'opérer? Est-ce que les territoires ne doivent pas être mieux considérés par l'État? Bon, la crise entre la déclaration de déconfinement du 12 mars, de confinement du 12 mars, et aujourd'hui montre que l'État est passé d'une forme de discours martial, pour ne pas dire un peu arrogant, même s'il a pris les bonnes dispositions lorsqu'il le fallait, à un discours beaucoup plus tourné vers les acteurs locaux et les collectivités. Pourquoi? Parce que l'État a compris que ce confinement, qui est une réussite aujourd'hui au plan sanitaire, une vraie réussite, puisque le taux de contamination est extrêmement faible dans notre pays, n'avait été réussi que grâce à l'agilité dont ont fait preuve un grand nombre de collectivités pour pallier au manque d'organisation de l'État. L'État, et ce n'est pas la faute de ce gouvernement, c'est de déstructurer complètement, voilà, pour les grandes administrations, gérer le quotidien, on sait faire, routine. Et puis dès qu'on est dans la crise, on est complètement désemparé parce que l'État ne s'est pas déconcentré, n'a pas dans ses services, et d'un autre côté, n'a pas renforcé la décentralisation vers les collectivités. Donc, on s'est auto-décentralisé nous-mêmes, puisque j'ai pris des initiatives qui incombent à l'État et où le contrôle de légalité aurait parfaitement pu les rejeter, où l'ARS aurait parfaitement pu s'y opposer, où le préfet aurait parfaitement pu s'y opposer. Ils ont compris que ça aurait été malvenu. Et donc, je dirais qu'à la marge des règles édictées, eh bien, j'ai réussi à régler des problèmes que l'État, pour ses propres administrations, comme l'administration de l'hôpital public ou de la police nationale, en termes de protection de masques, par exemple, n'était pas capable de faire face. Et naturellement, le faisant pour l'ensemble de mes personnels de la collectivité ou de tous ceux qui sont en première ligne au plan social, au plan de l'entretien des voiries, de la désinfection, de la police municipale, des transports, etc. Eh bien, je l'ai fait pour la médecine libérale, je l'ai fait pour tous les infirmiers libéraux, les ambulanciers, les pharmaciens, les dentistes, etc., etc. Et aujourd'hui, même pour toute la population, parce qu'au moment où nous nous parlons, nous avons 900 000 masques qui sont en distribution pour tous les habitants de la métropole de Nice-Côte d'Azur. Bon, donc l'État a compris que sans nous, tout ça n'était pas possible. Et concrètement, qu'est-ce qui pourrait changer?
dans Et, le rapport entre l'État et les territoires. et, et, Concrètement, concrète- qu'est-ce qui a et changé? concrètement, l'État ayant compris que le confinement n'avait été réussi que grâce à ce partenariat, bah, le débat que nous avons eu hier avec le président de la République montrait bien que le président, et je le remercie à chaque fois de se tourner vers ces territoires pour effectivement prendre la température et regarder les choses, a compris que le déconfinement, qui serait forcément encore plus compliqué que le confinement, ne pourrait être réussi qu'avec les collectivités. Sans ça, ce sera un échec. Donc, euh, non seulement il va falloir qu'ils prennent des décisions urgentes par ordonnance ou par décret ou par évolution de la réglementation tout de suite dans un certain nombre de domaines, mais au-delà de ça, ça veut dire qu'à la sortie de la crise, il est urgent qu'il y ait enfin cette loi de décentralisation dont on parle depuis 3 ans et qui n'arrive jamais et qui nous permette de franchir une étape définitive vers le renforcement des compétences des collectivités territoriales. À l'État de conserver ses grandes compétences régaliennes, la surveillance de nos frontières, euh, la défense nationale, la grande politique de santé publique et d'éducation nationale, mais enfin, la médecine de proximité, laissez-nous faire. Euh, euh, L'adaptation de l'éducation à la réalité des territoires, laissez-nous faire. La sécurité, partager cette responsabilité qui ne doit plus s'appeler une responsabilité régalienne, mais qui doit être une responsabilité partagée entre l'État et la collectivité. Euh, Expliquez-moi comment, alors que le confinement, nous avons réussi, grâce à l'apport des polices municipales, de nos grands centres de vidéosurveillance, d'apporter souvent plus que la police nationale ou la gendarmerie n'a pu le faire pour pouvoir faire respecter les règles du confinement en rendant hommage à la discipline d'une immense majorité de nos citoyens qui ont apporté leur contribution. Mais avoir réussi ça pour contenir 10% de gens qui ne respectaient pas la règle, au déconfinement, ça ne sera pas 10%. Le déconfinement va être une incitation à un relâchement où là, il va falloir, par exemple, dans les transports, on peut dire pas plus d'une personne sur deux dans les transports, personne dans les transports sans masque. Mais expliquez-moi, si vous ne renforcez pas les pouvoirs de police du maire et les moyens d'intervention du maire, comment l'État à lui seul va faire respecter ça. Donc, c'est un des exemples où il va falloir que l'État confie beaucoup plus de responsabilités aux maires. C'est un discours qui a été entendu par Emmanuel Macron. Il y a la situation actuelle et puis il y a l'après, effectivement. Il ne faut pas qu'après, on oublie ce qui s'est Je, passé pendant la crise. je dirais qu'il a été entendu. Je ne dirais pas qu'il sera forcément suivi des faits. Donc ça va être un sujet à suivre, effectivement. Vous venez de l'évoquer avec les masques, on en a un petit peu parlé également tout à l'heure. Un autre des sujets de cette crise, que cette crise met en exergue, c'est l'industrialisation, en tout cas le manque d'une certaine industrie et en tout cas d'une souveraineté de la France par rapport à l'Asie notamment. Vous l'avez évoqué, vous avez été ministre de l'Industrie, vous avez pris des décisions pour favoriser le Made in France. Est-ce qu'on peut déjà tout relocaliser en France? Est-ce qu'il y a des filières prioritaires? Et est-ce que la réponse, elle est française? Est-ce qu'elle est européenne? Est-ce qu'elle est un peu des deux? Elle est un peu des deux. Euh, Tout dépend de l'idée qu'on se fait de l'avenir de l'Europe. Mhm. Le constat qu'on peut faire, c'est que l'Europe n'a pas été un territoire de solidarité comme elle aurait dû l'être dans ce moment-là. On a vu la dimension politique européenne s'affaiblir ces dernières années. Euh, Lorsque les Européens, qui ont été parmi les premiers autour de Gaulle et d'Adenauer à fonder l'Europe des 6, puis des 9, etc., on s'est dit on rentre pour l'avenir de l'humanité tout entière vers une Europe de la paix, de la solidarité, d'une puissance économique qui va rivaliser avec l'Asie, avec les États-Unis, etc. Et on se rend compte que c'est un échec. Bon, parce que s'il y a bien une circonstance
où l'Europe doit montrer qu'elle sert à quelque chose, c'est quand on est confronté à une situation comme celle qu'on connaît aujourd'hui. Et on a vu qu'elle était totalement obsolète. Mm. Voilà. Donc la grande question, euh, la manière dont vous l'abordez est tellement juste, chère Laurence Bottero. La grande question, c'est les leçons à tirer de tout ça. Est-ce qu'on tire un trait sur l'Europe? Parce que l'Europe, au moment où on en avait vraiment besoin, plus que de toute autre circonstance, a été aux abonnés absents. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut se redoter dans tous les domaines de notre indépendance de production industrielle, d'innovation, de recherche, de protection, y compris de nos frontières, de changer complètement de stratégie, ou est-ce qu'il faut se redonner une chance de faire une Europe sur un périmètre plus limité, avec les quelques puissances sur lesquelles on sait pouvoir compter pour un partenariat sincère, pour une puissance industrielle dont la production industrielle soit garantie pour l'ensemble de ces pays-là. Voilà. L'axe central devant être l'Allemagne et la France. On ne parle même plus de l'Angleterre puisqu'elle est sortie. Bon. Si déjà l'Allemagne et la France disent aujourd'hui, dans les biotechnologies, dans le numérique, dans l'outil de défense nationale et les industries de défense, dans les transports, dans la recherche aéronautique, les satellites, d'observation, la santé, etc., nous décidons d'avoir une politique industrielle commune de production et d'autosuffisance en cas de nouvelles crises sanitaires, entre autres, qui montrent que nous sommes totalement solidaires et où nous formons des pôles de compétitivité communs, où nous décloisonnons ensemble nos universités, nos centres de recherche, nos PME, nos ETI, alors je dis oui, on peut avoir un redémarrage. S'il n'y a pas cette volonté affichée tout de suite, je dis que, alors, dans ce cas-là, il faut avoir une autre réflexion. Et puis, cette Europe, est-ce qu'elle doit accepter aussi une décentralisation plus forte? L'illustration allemande a malgré tout démontré, et c'est Daniel Cohn-Bendit d'ailleurs qui signait chez votre confrère du Point il y a 3 ou 4 semaines une très bonne tribune pour expliquer pourquoi l'Allemagne gérait mieux cette crise que nous ne la gérions, c'est parce qu'elle s'est appuyée sur ses territoires. Donc est-ce qu'on est prêt à avoir une Europe aussi des territoires où le territoire soit un peu l'instance paternaliste et protectrice de ses concitoyens, là où l'Europe elle-même serait cette instance économique avec une dimension plus libérale en matière économique et qui est cette répartition entre les deux. Moi, c'est la voie de réflexion que je veux ouvrir en tout cas. Est-ce qu'il y a du coup des filières prioritaires qu'il faut faire revenir, alors en Europe ou en France, hein, mutualisation aussi peut-être avec les industriels, le consortium qui a été mené ces derniers jours avec les grands groupes prouve que des industriels peuvent aussi collaborer. Il y a aussi une autre question, c'est celle des impôts des taxes de production. Bah, il faut forcément une harmonisation de la fiscalité. Et qu'il faut encourager la production et ne pas imposer sur la production, mais qu'il faut imposer ceux qui font plutôt de la spéculation. Aujourd'hui, lorsque je vois les grands groupes qui cherchent plutôt à avoir un rapport sur la bourse que sur l'outil de production industrielle, c'est là qu'il faut faire monter le niveau de fiscalité et au contraire, avoir des mesures d'encouragement sur la fiscalité et sur les charges pour ceux qui développent les politiques de recherche, d'innovation et de production.
Absolument. On va peut-être passer aux questions, parce qu'on en a quelques-unes. Alors, il y en a une qui est en lien et pas en lien en même temps. Est-ce que vous avez favorisé les pistes cyclables à Nice? Naturellement. Nous, d'abord, mais à cette question, si vous m'autorisez, je vais essayer de me projeter un tout petit peu plus loin. Est-ce qu'on va pouvoir recommencer le premier jour d'après comme Comment? on a fini le dernier jour d'avant? Pendant 12 ans, j'ai souvent eu des rapports de force, y compris avec mes administrés, qui constituent l'essentiel de ce que j'ai envie de donner à la vie publique et que je respecte. Mais de temps en temps, l'homme politique doit se montrer courageux et pas se dire qu'on est là pour suivre et qu'il faut prendre les devants. Euh, Si aujourd'hui, depuis le mois de décembre, j'ai une ligne de tramway qui va de l'aéroport à l'ouest de Nice jusqu'au port de Nice sur 15 km, donc 4 km en souterrain, je dois dire que j'ai eu de grandes résistances pour ça. Et j'ai sans doute sauvé le centre-ville d'une saturation en empêchant que ce tramway circule en surface. Et en même temps, on a gagné près de 40% de rentabilité parce qu'on roule à 70 km/h en souterrain et à 15 km/h en surface. Et donc forcément, plutôt que de transporter 80 000 usagers jour, vous réussissez à en transporter 140 000. Euh, et j'ai résisté à ça. Et aujourd'hui, en matière environnementale, on en tire les bénéfices. J'ai rétréci des voies de circulation, j'avais beaucoup d'opposition, y compris sur la promenade des Anglais, pour y aménager plus d'espaces piétons et plus de pistes cyclables. Aujourd'hui, personne ne voudrait que je revienne en arrière, et notamment parmi ceux qui étaient les plus farouches opposants. J'ai démoli une gare routière qui faisait 10 hectares. On m'a dit, mais où est-ce qu'on va prendre notre bus? Ça fait 30 ans qu'on le prend là. Où est-ce qu'on va garer notre voiture? Il y a 400 places de stationnement, on l'a toujours garé là. Où est-ce qu'on va faire notre plein d'essence? Il y avait une station service où depuis 30 ans faisait son plein là. Où est-ce qu'on va acheter notre McDo en drive alors que ça fait 20 ans qu'on prend notre McDo en drive? J'ai eu des pétitions pour empêcher cela. Aujourd'hui, c'est 12 hectares d'espace où il y a des oiseaux qui sont revenus faire des nids, où il y a eu une fertilisation végétale, animale et humaine en même temps, et où tout le monde trouve ça absolument génial. Mais quand j'ouvrais encore le débat pour dire, bah, vous avez adoré ces 12 hectares, on va en faire 12 de plus, en rasant euh, un vieux bâtiment qui sert encore de palais des congrès et qui pourtant n'est plus aux normes. On a dit, oh là là, vous vous rendez compte, le maire, il va démolir tout ça. Et, et je sens, maintenant qu'on a réappris à entendre les oiseaux dans la ville, avoir l'eau de la mer encore plus transparente qu'elle ne l'était, avoir les capteurs d'Atmosud qui révèlent qu'on a fait baisser de 70% les NOx et de 80% les CO2, que on a une fenêtre pour franchir des pas de plus en avant, là où c'était peut-être un peu plus difficile euh, aux citadins de l'accepter avant. Donc, oui, naturellement, là où on a fait 80 km de pistes cyclables, j'ai profité de cette période pour dire comment on allait doubler la mise dans les 2 années qui viennent, pour dire comment nous allions encore plus accorder de place à la nature au cœur de la ville, là où déjà on a aménagé ces dernières années près de 50 hectares d'espace vert de plus, on allait en faire 80 hectares de plus dans les quelques années qui viennent. Et comment, là où on a démontré que la production locale, en termes alimentaires, était quelque chose de très prisé dans cette période où on cherche des produits frais et où, en fermant mes marchés, en même temps, j'ai demandé à de grands groupes comme Carrefour, comme Leclerc et d'autres de faire appel à des circuits courts, combien il y avait une attractivité pour ces produits et comment se dire on va construire moins, mais on va consacrer plus d'espace à de la production locale
et à développer les circuits courts. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui une réflexion nouvelle qui est en train de s'instaurer, une prise de conscience qui va nous permettre de faire admettre à un certain nombre de nos citoyens des choses qu'ils n'auraient pas acceptées forcément et dont ils vont être eux-mêmes les leaders et les demandeurs, et où nous allons pouvoir jouer beaucoup plus collectif ensemble pour partager cette nouvelle vision d'avenir. Alors, dans la même lignée, une question, pensez-vous que nous puissions faire une loi Small Business Act en France pour les petites entreprises? Et c'est une exigence. Les gouvernements successifs n'ont pas arrêté de dire ah, bah oui, on est pour, mais l'Europe a pris des dispositions qui nous bloquent et qui nous en empêchent. Bon, écoutez, l'Europe, c'est fini. Aujourd'hui, ça suffit, quoi. Que le gouvernement ait le courage de dire là où les collectivités, dans leur marché public, décideront de mettre en route un Small Business Act, là où la politique européenne n'a pas été capable d'être solidaire avec chaque État membre en matière de fourniture industrielle et de médicaments, on n'a plus à attendre de sa part un feu vert pour laisser nos collectivités mettre en place leur Small Business Act. En tout cas, moi, je prendrai des dispositions dans ce sens, je les ferai voter par mes assemblées, et si le gouvernement entend engager des recours à travers son préfet ou me refuser le contrôle de légalité sur ces sujets, à cause toujours du fait européen, il faudra qu'il en assume la responsabilité. Bien. C'est vrai que c'est un sujet qui revient de façon récurrente, en tout cas, hein, alors, une question qui concerne plutôt le volet social que l'on a évoqué en préambule. Quelle collaboration, quel accompagnement attendez-vous des acteurs de l'emploi du territoire? Ah, D'abord, puisque nos entreprises vont avoir un soutien extrêmement fort, euh, de la part de l'État, de la part de BPI France, de la part des collectivités, je demande à ce qu'on protège le plus possible les emplois salariés, que ce soit quelque part aussi une contrepartie. Je demande à ce qu'on requalifie tous ces petits emplois qui ont montré, je l'ai dit tout à l'heure, cette utilité dans cette période. Hein, voilà, je pense à toutes ces caissières, je pense à tous ces transporteurs, je pense à tous ceux-là qui ont été extrêmement utiles pendant cette période. Je voudrais qu'il y ait la signature d'un véritable pacte réel au plan social et au plan des responsabilités, que ces emplois qui ne sont pas forcément des emplois qualifiés et qui sont des salaires et de très bas salaires puissent se voir proposer des formations, de se hisser dans l'ascenseur social pour qu'il y ait aussi cette dimension de grand respect. Pour moi qui ai tourné dans ces supermarchés où j'ai vu toutes ces caissières qui avaient un sourire jusque-là lorsque j'allais les saluer, même en tout cas je le devinais parce que c'était derrière leur masque, euh, pour celles qui n'avaient pas de visière. Euh, En même temps, je me dis, mais il faut leur offrir d'autres espérances, euh, pouvoir offrir une requalification tout au long de sa vie, changement de métier. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 10% de métiers que l'on pratique aujourd'hui qui vont disparaître dans les 5 ou 6 ans qui viennent, et 10% de nouveaux métiers avec le numérique et autres qui vont apparaître. Une nouvelle organisation du travail, il faut y penser. Regardez tous ceux qui travaillent en télétravail aujourd'hui. Ça veut dire que c'est possible. Euh, alors, c'est sûr qu'il y a un moment où on a besoin de ne pas rester forcément confiné par le télétravail. Mais bon, je me dis que pour quelqu'un dont le métier est de travailler devant un ordinateur, vous venez à la mairie, lorsque j'ai dit à tel service administratif, c'est fini, vous venez plus à la mairie, mais vous prenez l'ordinateur que vous avez sur votre bureau, vous rentrez avec à la maison sous votre bras et vous travaillez, le travail, vous le ferez depuis la maison.
on a continué à être au boulot. On n'a pas été en perte d'activité. Ça veut dire que c'est possible. Est-ce qu'on va les laisser comme ça? Ou est-ce qu'on peut se dire tout simplement sur 5 jours par semaine, il y a 4 jours au bureau, un jour en télétravail à la maison, ça vous fait 20% de moins de personnes dans la circulation automobile. Ça vous fait 20% de locaux occupés en moins, 20% de charges d'électricité et de fluide en moins, etc. Donc, il y a à repenser tout ce modèle social, sociétal et d'organisation. Finalement, cette crise va peut-être permettre de lever certains verrous, euh, notamment sur les infirmiers, les ambulanciers, tous ceux qui sont aussi en première ligne. Et, il y a des différences dans les métiers liés à la santé. De la même façon, vous administrez le CHU. Est-ce qu'il y a des remontées qui vous sont faites et certaines choses sur lesquelles vous pourriez appuyer, faire remonter pareil de manière plus nationale certaines demandes du personnel soignant? Alors, je n'administre pas le CHU. Je suis président du conseil de surveillance. C'est-à-dire que je n'ai malheureusement aucun pouvoir. Et croyez-moi, si j'avais eu un pouvoir sur mon CHU, il y a des choses qui se seraient peut-être passées autrement. Bon, je fais confiance aux professeurs et aux soignants. Je trouve que ce qu'il y a de dommage dans notre pays, c'est que les CHU soient confiés à des gestions et des autorités administratives et pas médicales, ou en tout cas qu'il n'y ait pas une co-gestion. Le médical n'a pas autorité sur la gestion d'un CHU. C'est des gens formés comme des préfets pour diriger l'administration médicale. Et on voit combien notre pays s'est affaibli. Il y a d'autres pays qui ont fait le choix de confier la gestion de la santé par les spécialistes de la santé. Et on n'a pas arrêté avant la crise du Covid, vous en conviendrez, de me dire l'hôpital public s'affaiblit, 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 s'affaiblit. Et puis, il a fallu que le Covid arrive pour qu'on se dise, ah ben oui, on a pourtant lancé beaucoup d'alertes et regardez, aujourd'hui, on est un peu désemparé. Donc, il y a des médecins formidables, il y a des infirmières, des soignants, des aides-soignants formidables, des personnels extraordinaires qui sont en première ligne et qui font un travail pour sauver des vies de manière remarquable. Bon, mais à côté de ça, acceptons une part de territorialisation dans la décentralisation. Naturellement, il faut une grande politique de santé publique nationale sur la recherche, pour le cancer, pour le sida, pour les grandes pathologies, et ensuite qu'il y ait des protocoles à mettre en œuvre et à appliquer. Mais vous vous rendez compte qu'au CHU de Nice, on est passé en quelques années de 610 000 personnes qui se présentaient aux urgences à près de 950 000, presque 1 million de gens qui se sont présentés aux urgences. Pourquoi? Alors que c'est souvent pour des petits bobos qui ne méritent aucune urgence. Arriver en urgence au CHU, c'est parce que vous avez eu un accident de voiture grave, c'est parce que vous avez eu un accident ménager grave, c'est parce qu'il y a un excès de fièvre subi dans la nuit et un arrêt cardiaque qui nécessite qu'on se présente aux urgences, pas pour le moindre petit bobo. Aujourd'hui, c'est ça. Parce que la médecine de ville s'est affaiblie. Parce qu'on a affaibli le métier même de médecin généraliste en ne lui donnant plus les moyens de pouvoir exercer son métier comme il le devait, d'être le médecin de famille tout le temps disponible 24 heures sur 24. Donc, aujourd'hui, il faut permettre aux collectivités de lancer de grandes politiques de maisons de quartier médicalisées, qui apportent des réponses de proximité pour une médecine de proximité, en même temps qu'on recentre l'activité des établissements publics et privés, parce qu'il y a des établissements privés qui apportent aussi des réponses extraordinaires. J'en ai un dans ma ville qui est le groupe Saint-Georges notamment, euh, qui a pour volonté de se développer là où il est installé à l'est de la cité, aussi du côté de l'ouest, et je l'accompagnerai pour cela, et qui est cette complémentarité de tous. Et donc, il faut que le politique, comme le médical, soit beaucoup plus présent
sur la définition territoriale de la médecine. Très bien. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci, Monsieur Estrosi, pour avoir répondu à mes questions et à celles des auditeurs. Bonne journée à tous et à bientôt pour un prochain Web Live. Merci beaucoup, à bientôt.